Bienvenue dans la deuxième partie du podcast, produit par et pour les experts en lentilles de contact, présenté par Cooper Vision. Plusieurs études dans les 3-4 dernières années qui ont prouvé le concept de la dose-réponse. On a la dose-réponse qui a avancé, qui était uniquement dans le modèle animal. Maintenant, on l'a chez l'humain. On l'a vu avec les verres de lunettes. On l'a vu avec les verres de lentilles cornéennes. On l'a vu avec l'exposition à l'extérieur. Il y a des études là-dessus qui ont une dose-réponse. On l'a vu avec l'atropine, une dose-réponse évidente avec l'atropine. Puis avec des effets secondaires, évidemment, si on augmente la dose, mais il y a quand même un effet de dose-réponse qui est documenté, qui est bien documenté. Donc, tous les mécanismes qu'on peut avoir au niveau du traitement de la myopie, du contrôle de la myopie, nous apprennent que quand la rétine est stimulée de façon positive, le signal optique déclenche une biomécanique au niveau de la choroïde et de l'asclère qui rend l'œil plus résistant à l'élongation. Tant que ce signal-là positif, il est maintenu, la rétine n'a aucune raison de revenir à son état de base. Quand on cesse ou qu'on réduit la qualité du signal optique ou l'intensité du signal optique, l'œil réagit dans les minutes. En fait, la nature est bien faite. Quand on met un signal positif, la réaction se fait dans les minutes qui suivent. Quand on met un signal négatif, par exemple par simple vision devant une rétine, il va y avoir un délai de plusieurs minutes, voire pratiquement 45 minutes, 1 heure, avant que la rétine commence à s'amincir et à vouloir s'étirer à nouveau. Donc, c'est comme si le système s'auto-protégeait jusqu'à un certain point. Mais il ne faut pas jouer que là-dessus. Là. Encore une fois, quand je dis aux parents, s'il porte sa lunette simple vision une demi-heure le soir pour lire son livre d'histoire avant de faire dodo, il n'y a pas de conséquences. Là. Ça va aller, il n'y a pas de problème. À la limite, mon myope de moyen, il serait dans son lit à lire son livre. Ça irait aussi, il n'y a aucun problème. Mais s'il serait 5 heures par jour sans rien, j'ai pas ma dose. Oui, les études ont été faites avec 8 heures, 10 heures de part sur 6 jours semaine, au lieu de 7. Mon expérience, c'est que 7 jours sur 7, 12, 14 heures par jour, toutes les heures d'éveil, c'est mieux. Comprendre l'effet retard face à une stimulation négative est intéressant pour conseiller les parents. Le principe de la dose-réponse permettra aux professionnels d'ajuster sa prise en charge, mais, dans un premier temps, il est primordial de dépister et de référer à un spécialiste. Comment s'organise le dépistage au Canada? On a un programme de dépistage scolaire à l'âge de 4 ans ou 5 ans. Évidemment, c'est rare qu'on va avoir des myopes à ce moment-là. Puis ce qui est unique du programme, c'est que ce n'est pas des infirmières, ce n'est pas des techniciens, c'est des optométristes qui vont dans les écoles faire le programme de dépistage payé par le gouvernement. Ils vont faire ça une journée ou 2 par semaine. Puis ils peuvent voir dans une école 150, 200, 300 enfants là, dans la même journée. Et c'est étonnant, il y a au moins 30 à 40 des enfants, pas quatrième année, excuse-moi, 4 à 5 ans. C'est maternelle 4-5 ans qui vont dépister. 30 à 40 sont référés pour des examens complémentaires. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir des besoins nécessairement, mais ce n'est pas un dépistage qui ne vise que l'acuité visuelle. Et c'est important de les prendre à cet âge parce que c'est tout l'apprentissage qui va s'en suivre. Parallèlement, le gouvernement va rembourser un peu l'assurance maladie chez vous, là, 300 $ canadiens s'ils ont besoin de lunettes ou verres de contact. Et peu importe, que ce soit simple vision, nation de myopie ou quoi que ce soit, c'est un forfait de 300 $ à condition que ce soit acheté chez un professionnel qui a pignon sur rue. Ça ne peut pas être acheté en ligne. C'est ça ne peut pas être acheté sur Internet. Mais donc, oui, on essaie de les sensibiliser via le personnel scolaire. Et souvent, quand on traite un enfant en myopie, là, c'est toute la fratrie qui vient aussi. Là. Les examens de dépistage en milieu scolaire sont réalisés par des professionnels de santé visuelle au Canada. Ils aident un grand nombre d'enfants myopes, d'autant que l'aide financière de l'État contribue à une prise en charge optimisée. Nous savons que l'apparition de la myopie provoque une diminution rapide de l'acuité visuelle de loin. Par contre, l'hypermétropie, qui est trop faible par rapport à l'âge, est également un signe de myopie future. Alors, comment aller chercher, comment dépister ces jeunes? Vous faites référence à ce qui est maintenant connu dans la littérature comme étant la réserve hypermétropique. Donc, chaque enfant vient au monde avec
réserve hypermétropique qui lui permet, dans laquelle il puise à mesure qu'il grandit. Alors, il y en a qui sont un peu plus gourmands que les autres et ils vont épuiser leur réserve hypermétropique très rapidement pour tomber dans cette myopie-là. Donc, effectivement, le chiffre de 3/4 de dioptrie avant l'âge de 10 ans est un peu la norme maintenant. Si on a moins que 3/4 de dioptrie, cycloplégie ou par rétinoscopie dynamique, qui est l'équivalent de la cycloplégie, à ce moment-là, on est inquiet parce que, effectivement, est-ce que par dépistage, on pourrait le voir en ajoutant du convexe ou pas? Je ne sais pas. Parce que l'enfant est quand même capable d'accommoder. Le test qu'on fait à 4-5 ans, qui est relativement révélateur, c'est qu'on fait un test avec un +2. Oui. Dans tes +2 là, devant l'œil. Puis s'il est quand même capable de lire son acuité visuelle de 8e ou 10e avec le +2, il est référé pour une cytoplégie pour être sûr qu'on dépiste l'hypermétropie. Peut-on faire quelque chose pour ces prémyopes? Il y a des études qui ont été faites, mais qui sont en train de se faire avec des verres plano ou des verres légèrement convexes, avec des focus périphériques pour voir si ça marcherait. Je sais que l'atropine, faible dose, s'administre aussi chez les prémyopes. Les premiers résultats sont très, très encourageants. Ben oui, mais donc il faudrait aller les chercher, ces prémyopes? Encore une fois, c'est l'observance. Vous avez un enfant de 5 ans qui est plus 0,25 au lieu d'être plus 1. Je ne pourrais pas y prescrire simplement simple vision plus 0,25, ça ne donne rien. Je ne connais pas d'études qui prouvent que ça va ralentir l'arrivée de la myopie. Si je vais faire un verre à défocus de freination à plus 0,25, admettons que c'est disponible sur le marché, bonne chance de le faire porter 12 heures par jour. Quoique dans les études de prévention, et c'est là qu'il faudra voir les détails, semble-t-il que c'est du port partiel qu'ils ont fait. Donc, ce n'est pas du port constant, comme dans le cas des myopes qu'on veut vraiment contrôler. Donc, c'est un port peut-être à 50 %. Et ça te donnerait un certain nombre de bénéfices. Mais encore là, il faut voir le diable dans les détails, il faut voir les études publiées, il faut voir la méthodologie, comment ça a été fait, quelle population. Beaucoup de ces études-là sont faites en Asie. Hein? Oui. Et je ne veux pas dire que ce n'est pas des bonnes études. C'est des bonnes études pour les Asiatiques. D'extrapoler pour des Caucasiens, c'est pas toujours évident. Il y a quelques études qui ont été publiées par le Danemark, entre autres, sur l'atropine, récemment, en 2023-2024, où ils ont fait différents dosages d'atropine. Ils ont même fait du 0,1 % pendant 3 mois, puis ils ont arrêté, puis d'autres, c'est 0,01 sur 6 mois. Bon. Ils ont essayé plusieurs recettes. On ne trouve pas les mêmes résultats qu'avec les Asiatiques. Le système ne réagit pas de la même façon. Entre autres, chez les prémyopes, il ne semble pas y avoir d'efficacité aussi bien. Mais encore une fois, ce n'est pas les mêmes méthodologies, ce n'est pas les mêmes études, ce n'est pas les mêmes concentrations. Puis quand on parle d'atropine à faible concentration, c'est de la médication magistrale faite par des laboratoires, par des pharmaciens. Donc, est-ce que la formulation est exactement la même d'une dose à l'autre? Est-ce que d'un laboratoire à l'autre, la réponse est non, c'est impossible. Ça aussi, ça risque de changer parce qu'il y a une compagnie américaine qui s'appelle Synexis qui travaille, eux, avec une formulation qui est faite à partir d'eau lourde et non pas une diminution simplement avec de la saline. L'avantage de l'eau lourde, c'est qu'on peut maintenir la qualité de la concentration d'atropine jusqu'à 3 ans, sur tablette, sans perte de pH et à pH naturel des larves. Ça vient de changer la donne. Parce que quand on met un pH naturel et une atropine stable, la pénétration dans le milieu oculaire est beaucoup plus importante. Et pourquoi est-ce que toutes les formulations d'atropine magistrales qu'on a actuellement dans tous les pays du monde doivent jongler avec des pH beaucoup plus faibles. D'une part, c'est pour ça que ça pique quand on les met dans les jets et les enfants n'aiment pas ça. C'est parce que pour essayer de maintenir la concentration d'atropine, il faut qu'ils baissent le pH. S'ils mettaient à pH naturel des larves, la concentration d'atropine durerait 1 semaine, 10 jours. Déjà, dans 1 mois, au Canada, nous, la dose d'atropine, quand je recommande aux pharmaciens, c'est maximum 1 mois, puis on jette le produit après, on le recycle. Je suis le pharmacien pour évidemment pas que ça se retrouve dans la rivière. nos poissons vont être contrôlés de myopie. mais donc, pourquoi? Parce que après 30 jours, c'est plus du 0,05 que j'ai. J'ai déjà perdu plus que
10 ou 15 de ma concentration, ce qui est hors norme par rapport aux normes de santé du Canada du FDI. Il faut l'acheter au bout d'un... Mais là, avec un produit qui va être stable longtemps, qu'on peut garder en bouteille longtemps et qui est confortable ça risque de changer la donne. Et là, peut-être que nos prix myopes, on va pouvoir les traiter avec du 0,01 stable. Pour les prémyopes, des prises en charge sont à l'étude, telles qu'un défocus associé à une correction plan ou un léger convexe de loin. L'atropine pourrait également s'avérer efficace, mais plus simplement, jouer 2 heures par jour à l'extérieur a aussi montré ses effets bénéfiques. Mais au fond, pourquoi 2 heures? Ça vient du modèle animal et c'est le temps de récupération dans un stimulus naturel et normal avec des fréquences spatiales comme le milieu extérieur pour récupérer d'une stimulation négative de la rétine. Donc, on soumet la rétine à un stimulus négatif, puis après ça, on prend l'animal, surtout les singes, sur qui ça a été fait, un peu le poulet, et on dit, on le met dans un environnement qui est naturel maintenant, qui ressemble un peu en termes de fréquence spatiale de contraste, au continuum qu'on a dans la nature. Ça prend combien de temps pour que la choroïde revienne à sa place puis recommence à réagir positivement et ça prend 2 heures. C'est de là qu'il vient. Donc, il faut être 2 heures minimum pour prévenir, en fait, les effets négatifs de nos pièces intérieures où les fréquences spatiales sont complètement détrimentaires. C'est de très hautes fréquences spatiales. Les contrastes sont dans le plafond. Vous jumelez très haut contraste, très haute fréquence spatiale, c'est myopisant. Donc, oui, à 2 heures par jour à l'extérieur et pas avec une tablette. Hein, l'activité physique, ça aide. De plus en plus d'études commencent à s'intéresser à l'indice de masse corporelle. Il y a une étude, entre autres, NICER en Irlande, qui a été vraiment, vraiment intéressante à ce côté-là, qui a ouvert les yeux de tout le monde. Ils ont vraiment fait des corrélations très claires entre les indices de masse corporelle élevés et les taux de myopisation. Nutrition, il commence à y avoir plein de choses intéressantes en nutrition publiées. On sait maintenant que les diètes riches en carbohydrates sont myopisantes. Maintenant, il y a des études qui sont sorties d'Asie toujours, mais bon, en Corée notamment, sur le taux de sodium, donc les diètes riches en sodium. Alors, climat idéal pour un enfant de devenir myope. 2 parents myopes, ils vivent dans une tour à appartement, petite pièce, pas accès au jardin, pas accès au milieu environnant, scolarisation sur tablette parce que les 2 parents sont occupés, puis l'enfant est 6 heures par jour sur une tablette. Et en plus, on a attrapé au supermarché des plats préparés d'avance parce qu'on n'a pas le temps de faire à dîner, parce qu'on est occupé, parce qu'on a 3 enfants, 4 enfants, on a une boulot, on rentre tard de la maison, puis il y a plein de choses à faire. Mais ça, c'est bourré de sodium, ces plats-là, et c'est bourré de carbohydrates, parce qu'après ça, ils vont manger je ne sais pas quoi comme de ça. Donc, ça, cet enfant-là, ne fût-ce que dans son environnement, on ne parle même pas du reste, il va être myope. Les facteurs favorisants sont l'hérédité, l'alimentation et le milieu de vie. Mais que penser de l'utilisation des écrans? Limiter le temps d'écran le plus possible, mais surtout, moi j'insiste, arrêtons de nous battre sur le temps d'écran, ce qu'on ne gagnera pas. Les parents applaudissent dans le fond de la salle, puis l'enfant me regarde en me disant « De quoi tu jases, mon oncle? » quand je leur dis, écoutez, c'est 1 heure par jour maximum en dehors des travaux scolaires en bas de 12 ans, puis 2 heures maximum par jour au-dessus de 12 ans. Tout le monde est désespéré. Qu'est-ce que je vais faire avec mon enfant? Les études tendent à prouver maintenant que l'écran lui-même n'est pas le problème, c'est la distance d'observation. Et que ce soit un livre, que ce soit un écran, mais c'est plus vrai avec l'écran parce que plus l'écran est petit, plus on le rapproche pour voir. On est rendu à des distances d'observation de 12-15 cm, non pas de 35-40 cm. Ça, c'est myopisant. Et comme professionnel, je me fais un devoir maintenant, quand je vois un jeune enfant myope, de mesurer sa vision binoculaire, ses vergences et son accommodation à la distance d'observation de ces écrans. Et je suis étonné à chaque fois, à 40 cm, et cet enfant pleurer ma mère tellement c'est beau comme résultat. Je rapproche tout ça à 20 cm, là où il lit à tous les jours, pendant plusieurs heures par jour sur son écran. Et là, je trouve des insuffisances de convergence, je trouve des exotropies, je trouve ou des exophories qui deviennent des tropies, donc qui sont décompensées. Plein de choses, évidemment, des insuffisances d'accommodation, la flexibilité accommodative de ce côté-là est plus du tout normale.
Il faut vraiment mesurer et traiter tout ce qui est traitable avant d'implanter quelque stratégie que ce soit. On peut le faire en même temps. Moi, j'aime mieux une insuffisance de convergence à 6 ans. Ça va me prendre 3 semaines de la régler. Avoir un délai de 3 semaines dans ma stratégie anti-myopie, ça ne changera pas grand-chose là, dans les 20 prochaines années. Là. Mais j'aime mieux partir sur des bases solides, que ma vision binoculaire soit bien placée, puis après ça, on bâtit sur du béton. Oui, on peut le faire. On peut le faire en même temps, mais c'est plus compliqué un peu. Langiste Michaud nous recommande de tester la vision binoculaire à la distance d'utilisation, souvent plus courte chez les enfants qui utilisent beaucoup les écrans de petite taille, comme le smartphone par exemple. Il conseille aussi de traiter un souci de vision binoculaire avant la prise en charge myopique. Mais comment évolue cette vision binoculaire en lentille de contact? Mais une fois que je l'ai mis en mindset, ou une fois que j'ai adopté une ortho, là, je vais remesurer ma vision binoculaire après 1 mois, 2 mois, 3 mois, faire une visite de contrôle. Et je vais refaire la batterie de test juste pour voir que je n'ai rien débalancé de mon équilibre. Et très honnêtement, souvent, j'ai vu des problèmes qui ne nécessitaient pas nécessairement une intervention, mais on était à la marge de la norme en lunette, en simple vision. Je place l'enfant en mindset ou je place l'enfant en ortho. Problème pareil. Et pas en verre ou en verre freinateur? Non, bien, quand on passe, même pour un myope de moyen, avec la distance vertex, on va avoir un petit effet d'exo-shift qui va se produire. On perd l'effet Basen de la lunette aussi, du simple vision. Donc, ça peut faire varier le portrait légèrement. Et donc, important de vérifier la vision binoculaire avant d'équiper. Avant, mais après l'équipement aussi, pour être sûr qu'on n'a pas rien perturbé. Puis heureusement, dans, je dirais, 8 cas sur 10, on a même amélioré le portrait très souvent. Il n'y a plus de doute. L'étude complète du fonctionnement visuel est précieuse tant pour le choix de la prise en charge que pour son suivi. Merci au Dr Michaud pour toutes ces informations. Alors, docteur, quel serait le mot de la fin? Bien, je pense qu'il faut prendre la myopie très au sérieux. L'Organisation mondiale de la santé nous a dit que c'était un secteur de cécité que l'on peut prévenir. Donc, si on ne fait rien, ça fait de la forte myopie qui peut entraîner la cécité. Bien oui, on peut être aveugle, on peut avoir énormément de qualité de vision. Donc, Tideman l'a dit avec sa longueur axiale, avec ses études sur la longueur axiale. Donc, l'étude faite à l'Institut de Rotterdam, en Hollande, ici à côté. C'est très simple. Au-dessus de 26, vous êtes à risque. En fait, tous les myopes sont à risque. Flitcroft nous l'avait dit en 2012. Tous les myopes sont à risque. Mais Tideman nous a dit en plus, et ProLigne, avec leurs études, au-dessus de 26, c'est vraiment le seuil qu'il ne faut pas dépasser. Après ça, on a un risque beaucoup plus grand. D'handicap visuel, on parle pas d'acuité réduite, on parle de handicap visuel. Langiste Michaud insiste sur l'importance de la mesure de la longueur axiale qui détermine le niveau de gravité de l'allongement oculaire. Ceci dit, tous les myopes sont à risque. Nous avons en Europe la chance d'avoir accès à l'ensemble des moyens de freination. Multiplions nos forces pour que les enfants puissent en bénéficier. Merci de votre écoute et à bientôt pour d'autres interviews d'experts.